Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 11 février 2022. Dans les informations de ce jour, parlant du déplacement du couple présidentiel dans la partie est de Madagascar. L'État ne laisse pas les zones enclavées livrées à elles-mêmes après le passage du cyclone Batsirai. 64 tonnes de riz viennent de partir pour Nosvark. Étant donné que ce district est complètement isolé actuellement, c'est un bateau parti de Mahanour qui transportera ces riz. De même pour les districts qui ont des difficultés actuellement, l'État utilisera également des hélicoptères pour leur approvisionnement à partir de cette semaine. Reportage de Judikel Rangenirine et Andra Zajabé. Ces bateaux partiront de Mahanour vers Nosvark ce soir. Ces vaccines seront envoyés pour aider Nosvark, qui est complètement détruit et isolé à cause du passage du cyclone. Même un hélicoptère ne peut pas s'y poser en ce moment. Une partie de ces riz seront distribués gratuitement dans le pack vaccines, si d'autres seront vendus à 1000 ariars le kilo comme Varmour, d'autres encore seront envoyés dans les Tienamour pour y être vendus à 500 ariars le kapok. Nosvark est complètement isolé actuellement. Les routes sont coupées, l'aéroport est inondé. Le trajet sur les Pangalan durera 7 à 8 heures. Il s'agit d'une première livraison et en tout, la population de Nosvark aura droit à 64 tonnes de riz. Les consignes du président sont claires, aucun district ne sera oublié, donc l'État fait de son mieux et cherche encore des solutions pour aider Nosvark. Heureusement que le canal de Pangalan est là et la semaine prochaine, des hélicoptères gros porteurs arriveront pour transporter le riz, les médicaments et les tôles, mais aussi des matériels pour Nosvark. L'État aidera également les autres districts isolés du fait du passage du cyclone, comme Marlimbe, Anusbe-Anal ou encore Ikung, a affirmé le président de la République. La situation actuelle prouve l'utilité des projets de développement mis en place par l'État, comme les grands projets pour l'amélioration de la circulation. Des projets qui voient à long terme, selon les dires du président Andradzuil, l'État actuel a déjà mis en place des projets comme la reprise du trafic fluvial dans le Pangalam pour sauver la population victime des intempéries actuellement. Le passage de ce cyclone est une leçon pour chacun. Étant donné que la coupure de trafic Tanat-Ouamas peut entraîner une inflation, il est important de mettre en place l'autoroute Tanat-Amatav. Toujours dans ce cadre, la réhabilitation de la route reliant Mahanour à Nosvark jusqu'à Manazar débutera bientôt. L'appel d'offres pour les travaux sont déjà lancés selon le président de la République Andradzuil aujourd'hui à Mahanour. De ce fait, les infrastructures dont bénéficie la population locale se multiplient. Le couple présidentiel a également visité le CEG de Mahanour emporté par le cyclone Batsirai et a apporté également des aides pour la population sinistrée. Toujours un reportage de Judikel Rangenirine et Même si le cyclone Batsirai n'est pas passé directement en Mahanour, les habitants ont quand même ressenti ses impacts. Outre les inondations, les cultures qui font la renommée de la région sont complètement détruites. Parmi les infrastructures détruites, le CEG Zoïna Frédéric dans le centre-ville. Le toit a été emporté par le vent, mais malgré cela, les cours se poursuivent. Pour aider les 1400 élèves, le président de la République a ordonné à ce que le toit soit complètement restauré. Les personnes qui offrent dans le cadre du Tanamar s'appliquent également dans la rénovation de la ville de Mahanour, notamment dans l'assainissement des canaux à travers le projet Asavundiain. Il s'agit d'un projet mené par le FID ou Fonds d'intervention pour le développement. 900 habitants ont œuvré dans ce projet et ont été félicités par le président de la République aujourd'hui. Ils ne sont pas les seuls à avoir été félicités et encouragés par la population, mais aussi les personnes victimes de ce cyclone et qui ont reçu des vaccins. L'État aide Mahanour à se redresser et ne se contente pas d'appuyer, mais répond aussi aux besoins de la population, comme la construction de la route nationale RN 11 Mahanour-Nosvark-Mananzar, mesurant 181 km. Le président a renforcé que la réalisation des projets de développement ne cessera pas. Des travaux qui, rappelons-le, n'ont jamais été effectués sous les autres régimes précédents. Le président multiplie les infrastructures comme la construction des routes en béton dans le centre-ville, le terrain Manara Pinch et le gymnase, le BP Manara Pinch et le bureau de la commune.
Une distribution de repas pour 5000 personnes âgées et défavorisées s'est tenue également dans le lycée Notre-Dame de la Paix de Mahanour à travers une coopération avec l'association Fiti menée par la première dame Miel Radzouil. Solidarité et entraide, ce sont les mots du chef de l'État en cette période de redressement du pays après le passage de cyclone. Il est important également, selon lui, de prendre ses responsabilités et d'aider son prochain afin de donner de bons exemples. Toujours dans ce cadre d'aide aux sinistrés du cyclone Batsirai, l'envoi des aides comme les vaccins et tout ce qui a famine seront accélérés pour les régions victimes du passage du cyclone. Les ministres coachs se chargeront du dispatching dans leurs régions respectives à partir d'aujourd'hui. Jean-Claude Angemalal nous en dit plus. Le président de la République a fait appel à la solidarité gouvernementale avec les responsables et les autorités concernées dans tout Madagascar en cette période de sinistre. Le président Miel Radzouil a affirmé qu'il est important de mettre en place une bonne coordination et le leadership de chacun dans ses actions de redressement du pays. Toutes les stratégies seront également mises en œuvre pour satisfaire les besoins quotidiens de la population dans les régions les plus touchées par le passage du cyclone Batsirai, mais surtout dans les endroits isolés. Le président de la République a également émis des consignes afin que chaque ministère travaille selon le système de Tanamar en étroite collaboration avec le ministère de la Communication et de la Culture. Il est important de procéder à l'évaluation des dégâts dans tous les secteurs et de toutes les régions, surtout pour le domaine de l'agriculture qui a été parmi les secteurs les plus touchés par le cyclone. L'évaluation des aides sera validée par le président de la République et le Premier ministre. Le réseau ferroviaire dans la zone nord a également subi d'énormes dégâts. 6 communes sont complètement enclavées actuellement à cause de la coupure de la ligne TCE Outana, côte Est, et aucune route n'est praticable pour atteindre ces lieux. Une évaluation des dégâts devra également être faite selon le président Malagasy. En ce qui concerne les églises détruites, les responsables peuvent déposer une demande d'aide au palais d'Ambotsruich selon le président. Le président Malagasy a mis en garde sur d'éventuels détournements des aides. Les auteurs seront sanctionnés, a-t-il souligné. Le passage du cyclone Batsirai est bénéfique pour la culture vivrière, mais a considérablement impacté la culture de rente d'après les explications apportées par un économiste aujourd'hui. Le PIB national était envisagé d'augmenter de 5%, mais on ne peut pas réellement définir le développement économique suite au passage des cyclones, mais également à cause de la Covid-19 durant ces 2 dernières années, toujours d'après les explications dans ce reportage de Fiti Merkouf. Selon un économiste interrogé par nos journalistes, le passage des cyclones Ana et Batsirai à Madagascar a énormément impacté le secteur économique. Pour le cas de la Tsimouatsnanan, plusieurs infrastructures ont été ravagées, plusieurs activités économiques également. Toutefois, le passage de ce cyclone a été particulièrement bénéfique pour les cultures vivrières, étant donné le retard des précipitations pour cette saison. Contrairement aux cultures de rente qui ont considérablement été impactées par le cyclone, en plus de la Covid qui a déjà eu des conséquences néfastes au cours de ces 2 dernières années. Cependant, selon toujours cet économiste, le développement des entreprises de vente en ligne a été particulièrement observé depuis l'apparition de la Covid-19. Et le Japon a aussi répondu à l'appel lancé par le gouvernement malagasy à l'issue du passage des cyclones Ana et Batsirai dans le pays. Ainsi, un don composé de 280 tentes, 1140 couvertures et 100 tarpaulins a été remis par le gouvernement japonais à travers son agence de coopération JICA à l'État malagasy aujourd'hui. La cérémonie officielle de remise de dons s'est tenue ce jour au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC en présence de l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Ogoshi Ishihiro, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, mais également de Ratsimando Utairi Miyakadaz et du directeur régional général du BNGRC, général Elak Olivier Ndiakaz.
Dans un tout autre sujet à présent, page fait divers, les motards ont montré aujourd'hui leur solidarité à la famille de Natou, le jeune motard assassiné sur la digue d'Amboutchmanzak. C'est une occasion pour ces motards d'interpeller responsables face à l'insécurité qui sévit en ce moment dans la capitale, surtout à l'endroit des motards. Reportage de Sylvain et Secha Njenabou. Des motards vêtus de blanc se sont rassemblés sur la route dite d'Amboutchmanzak, lieu où des malfaiteurs ont tué Natou lundi soir. Ce jeune homme de 26 ans, fan et pilote de 2 roues, a été frappé par le biais d'un boiran clouté avant que les bandits volent sa moto. C'est pour cette raison que les motards se sont donné rendez-vous sur les lieux, mais aussi pour réconforter la famille et honorer Natou une dernière fois. Il s'agit aussi d'une mobilisation pour interpeller les responsables face à l'insécurité dans la capitale actuellement, dont les motards sont victimes. Ces motards sont également venus à l'entraînement de ce jeune homme à Mboudiad, Mboumanarn aujourd'hui. Ils attendent une enquête approfondie sur cette affaire. Rappelons que ce jeune homme allait se marier. Sa compagne attend un enfant. « 33% des jeunes filles et femmes malagasy sont actuellement en train de suivre les filières scientifiques. Ce taux a connu une hausse selon le secrétaire général de la Commission nationale malagasy pour l'UNESCO ce jour. Des problèmes matériels figurent parmi les raisons de la réticence des femmes et des jeunes filles malagasy à intégrer ces filières. Les détails dans ce reportage de Anyen Martina et Nzara Ranjentsu. À l'occasion de la Journée internationale des filles et des femmes de sciences, l'association FAFED aux femmes africaines élites de demain à Madagascar a organisé ce jour la 3e édition de la célébration sous le thème Taranza scientifique, Nivevavku Mavit, ou matière scientifique, les femmes aussi en sont capables. Elstem est le thème pour un atelier d'échange et de partage qui s'est tenu ce jour à l'NFP Mamassen. Une séance afin d'inspirer et d'aider les jeunes filles à avoir une vision claire du cursus, des métiers et des carrières qui se présentent à elles en optant pour la série scientifique. Au moins 500 jeunes filles et lycéennes ont participé à cette séance en ligne et une quarantaine de personnes en présentiel avec des aînés qui ont entrepris de poursuivre une carrière scientifique. Selon les dernières statistiques, 33% des jeunes filles et femmes ont intégré les filières scientifiques à Madagascar et moins de 30% dans tous les pays africains. Des efforts sont encore à déployer afin d'inciter les femmes et jeunes filles malagasy à y entrer, d'après les explications du secrétaire général de la Commission nationale malagasy pour l'UNESCO, Minde Ravelzone, ce jour. Toujours dans l'optique d'apporter des innovations dans sa grille de programme, Viva présente une toute nouvelle émission. Il s'agit d'une émission culinaire dénommée Sabayel, une émission hebdomadaire que vous pourriez suivre sur Viva chaque samedi à 8h30 à partir de demain, 12 février. Plus d'informations sur cette émission dans ce reportage. Sabayel est une toute nouvelle émission, une émission culinaire avec le chef Fira Solarson que vous pourrez suivre sur Viva dès ce samedi 12 février à 8h30. Sabayel met particulièrement en avant les plats typiquement malagasy. Le chef Fi révélera aussi aux téléspectateurs diverses astuces concernant le monde de la cuisine. L'émission Sabayel accueille également des invités chaque samedi et particulièrement pour la première diffusion de demain, à la veille du Saint-Valentin, les premiers invités de Sabayel seront un couple. La rediffusion aura lieu le dimanche à midi. Nous vous invitons donc à suivre l'émission Sabayel dès demain exclusivement sur Viva. Dans les actualités internationales de ce soir, où va la Libye, déjà minée par la fracture entre l'Est et l'Ouest? Le pays s'est davantage enfoncé dans la crise en se retrouvant avec 2 premiers ministres rivaux à Tripoli après avoir manqué l'échéance électorale cruciale de décembre. France 24 nous en dit plus. Il arrive à Tripoli et avec lui des questions. Fathi Bashara est le nouveau Premier ministre libyen.
Il a été désigné ce jeudi par le Parlement basé à Tobrouk. Le nouveau gouvernement sera le gouvernement de tous les Libyens et pour tous les Libyens. Et nous tendons la main à tout le monde sans exception. Je remercie le gouvernement d'union nationale dirigé par Abdelhamid Beiba qui a assumé ses responsabilités dans une période difficile. Mais le problème, c'est que le Premier ministre en poste, Abdelhamid Beiba, ne compte absolument pas quitter ses fonctions. Ce jeudi, le Parlement libyen a nommé un nouveau Premier ministre car il considère que le mandat d'Abdelhamid Beiba est terminé. Ce dernier a été désigné il y a un an dans le cadre d'un processus de paix sous l'égide de l'ONU. Le processus devait aboutir à des élections générales en décembre qui n'ont jamais eu lieu pour cause de désaccords entre les factions politiques. Ce jeudi, les Nations Unies reconnaissaient toujours Abdelhamid Beiba comme le Premier ministre en poste de la Libye. Colère du porte-parole du Parlement de Tobrouk, interrogé par nos collègues de la chaîne France 24 en arabe. C'est au Parlement de prendre les décisions. Ni les Nations Unies, ni aucun pays n'ont le droit de s'immiscer dans les affaires internes de la Libye. Le pouvoir en place le craignait et c'est donc arrivé ce jeudi. La Libye a désormais 2 premiers ministres. Et le président américain Joe Biden a appelé les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant en raison du risque accru d'une invasion russe, en avertissant que la situation pouvait vite s'emballer malgré les efforts diplomatiques des dernières semaines. France 24. Face à la crise en Europe de l'Est, Joe Biden monte encore d'un ton et s'adresse directement à ses ressortissants basés en Ukraine. Voilà ce que je demande. Les citoyens américains présents là-bas devraient partir maintenant. En face, il y a l'une des armées les plus puissantes au monde. Les événements pourraient très vite s'emballer. Pas question pour autant d'envoyer des soldats américains pour organiser une éventuelle opération d'évacuation, précise le président américain. Aux portes de l'OTAN, la tension est toujours aussi forte. En Biélorussie, l'armée russe poursuit ses exercices militaires prévus jusqu'au 20 février. Un déploiement jamais vu dans le pays depuis la fin de la guerre froide. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une provocation supplémentaire à quelques kilomètres seulement de ses frontières. Pour l'heure, la voie diplomatique reste privilégiée par toutes les parties. À Berlin, les représentants russes, ukrainiens, allemands et français ont longuement discuté pour tenter d'avancer sur la question du Donbass, cette région séparatiste à l'est de l'Ukraine, en proie à la guerre civile depuis 2014. Aucun point d'accord n'a pu être trouvé après 9 heures de discussion. Évidemment, il aurait été préférable qu'on arrive à s'accorder sur quelque chose. Il y a une volonté d'aller de l'avant, mais pour l'instant, ça ne donne rien. Officiellement, Russes et Ukrainiens continuent d'appeler au cessez-le-feu dans le Donbass. Mais sur le terrain, les tensions restent vives. Et pour terminer cette page internationale, l'Australie a officiellement classé ce jour les koalas d'une grande partie de sa côte orientale comme étant en danger, les marsupiaux subissant des conséquences des feux de brousse, des défrichements, de la sécheresse et des maladies. France 24. Avec son petit corps trapu, ses membres courts et ses grandes oreilles rondes, le koala est avec le kangourou l'emblème de l'Australie. Un petit ours à poche qui est aujourd'hui officiellement en danger. Les koalas sont sous pression depuis longtemps à cause du changement climatique, des longues périodes de sécheresse et bien sûr des feux de brousse. J'ai donc demandé à mes experts scientifiques d'examiner à quel point l'inscription du koala sur la liste des espèces menacées était prioritaire. Aujourd'hui, elle l'est. Il s'agit désormais de conservation prioritaire pour cet extraordinaire marsupial. Symbole de l'écosystème unique de l'Australie, le koala avait été classé comme vulnérable sur la côte est australienne il y a une dizaine d'années. En 20 ans, leur population a été divisée par 2, passant de 185 000 en 2001 à 92 000 en 2021. L'animal est désormais en voie d'extinction à l'est du pays, une conséquence notamment des incendies dévastateurs de 2019-2020. La ministre australienne de l'Environnement promet de consacrer 50 millions de dollars au rétablissement des habitats du koala et à leur protection via des formations aux soins de ces animaux. Mais pour les défenseurs de la nature, cette annonce survient trop tard. Selon eux, les koalas de la côte Est pourraient totalement disparaître d'ici 2050 si rien n'est fait.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Justement, c'est la fin de ce journal. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.